lombalgique, qui n'a plus de travail, qui est séparé de sa famille, qui n'a plus de revenus, ce n'est pas un comprimé dentalgique qui va faire quoi que ce soit. Il y a des douleurs sans forcément lésion. La douleur, c'est une expérience, donc ça c'est déjà un élément important. C'est une expérience émotionnelle et sensorielle, ça veut dire qu'il y a toujours de l'émotion associée ou pas à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. La plus grande peur chez les patients douloureux chroniques, c'est que non mais c'est dans ta tête, en fait. Juste ça. Mais sur le papier, oui, en fait, c'est dans votre tête, parce que c'est votre cerveau qui ressent la douleur et tout ça. Mais il faut prendre la chose dans son ensemble. Voilà, donc ce que je leur dis, c'est dans votre tête, mais c'est pas psychologique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Perrault pour parler de la douleur. Un sujet très complexe et vous allez voir, extrêmement intéressant. Professeur Perrault, bonjour. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je vous demandais de vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de la douleur. Je suis Serge Perrault, je suis rhumatologue de formation. Je dirige le centre de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris et je suis professeur de thérapeutique à l'université Paris-Cité. Ok, j'ai mis un peu de temps à trouver quelqu'un pour aborder le sujet de la douleur parce que c'est un sujet qui est quand même très complexe. On entend beaucoup de choses sur les réseaux, on entend beaucoup de choses dans certains podcasts aussi. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là parce qu'il est présent au final dans notre quotidien et dans nos vies. Et souvent, sur ce podcast, j'aime bien me poser la question très simple de qu'est-ce que c'est la douleur ? Alors, qu'est-ce que c'est la douleur ? C'est une question qui hante, je dirais, beaucoup de médecins, de chercheurs, de scientifiques avec des angles d'attaque très différents. Ça peut être un angle d'attaque plutôt physiologique, une réaction physiologique. Ça peut être un angle d'attaque plutôt, je dirais, religieux, philosophique. Mais il faut quand même essayer de donner une définition. Et là, moi, je fais partie d'une association internationale qui s'appelle le IASP. C'est en anglais, ça veut dire International Association for the Study of Pain, qui regroupe à peu près 8000 médecins dans le monde qui s'intéressent à la douleur. Et j'ai fait partie du conseil scientifique pendant quelques années. Et on a, en 2020, essayé, après de nombreuses discussions, de donner une définition. Alors, les mots sont très importants, ils sont simples, ils paraissent un peu comme ça triviaux, mais voilà, c'est quoi la définition ? La douleur, c'est une expérience, donc ça, c'est déjà un élément important. C'est une expérience émotionnelle et sensorielle, ça veut dire qu'il y a toujours de l'émotion, mais il y a aussi, bien sûr, une altération, ou en tout cas, une modification du système sensoriel, voilà, associée ou pas à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc voilà, alors tous les mots ont été pesés, il y a plus de 100 personnes qui se sont penchées sur cette définition pour la donner la plus simple, la plus claire, la plus concise, précise, donc expérience, émotion, sensorielle, donc c'est le système nerveux bien sûr, mais associé ou pas à une lésion. Ça veut dire qu'il y a des douleurs sans forcément lésion, on va pouvoir en parler beaucoup. Pour autant, c'est des douleurs qui existent. Les gens qui ont mal et on ne trouve rien, et ça, c'est encore un des mystères de la douleur. Mais je pense qu'on a le temps et on va parler de tous les mystères, préjugés qui entourent la douleur. Et je comprends que vous ayez eu du mal à trouver quelqu'un. J'espère que je serai à la hauteur de vos espérances et des questions que vous allez me poser. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui touche à l'expérience humaine et qui, au plan médical, à mon avis, aussi touche à l'essence de la médecine, c'est-à-dire soulager les personnes qui viennent nous voir. Petit aparté avant de continuer. Vous le savez, la santé, ça se construit jour après jour, pas en un seul déclic. Pour ça, on a construit l'application Hippocrate. Avec les médecins, on s'est penché sur les théories comportementales afin de vous aider à adopter des habitudes saines dans votre quotidien. Vous avez juste à suivre le QR code à l'écran afin de tester l'application en avant-première. Vous avez déjà répondu à la deuxième question que j'avais, qui était justement est-ce que c'est forcément lié ou non à une lésion ? J'aimerais bien revenir sur le terme potentiel de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire une lésion potentielle ? Ça veut dire qu'on peut imaginer que la lésion est ce qui va créer la douleur, mais je vais donner quelques exemples d'emblée pour qu'on parle de concret. 2 exemples. Vous avez mal au dos. Beaucoup de gens ont mal au dos. On va vous faire des imageries et puis on va trouver des disques un peu abîmés, un peu d'arthrose, tout ce qu'on peut voir au niveau du rachis. Et en fait, on ne sait pas finalement si c'est ça qui fait mal ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des lésions, elles participent probablement à la douleur, mais très souvent, le mal de dos, c'est plutôt des douleurs musculaires. Et ce qu'on va voir, les discopathies ou les atteintes arthrosiques du dos, n'ont pas forcément de lien. Donc, c'est rattacher
une cause anatomique à la douleur est toujours complexe. On peut avoir mal et il n'y a rien, mais on peut avoir mal et il y a des choses. Est-ce que c'est vraiment ça qui est corrélé? C'est pas évident. Deuxième exemple, l'endométriose. On parle beaucoup en ce moment d'endométriose, à juste titre, puisque c'est quand même une situation qui longtemps a été négligée, voire niée par certains. Bon, on va trouver des lésions d'endométriose ou d'anédomiose. Est-ce que vraiment ces lésions, elles sont directement corrélées à la douleur? Pas toujours. On sait que maintenant, on opère certaines patientes d'endométriose, on va enlever tous les kystes, tous les nodules d'endométriose, et pour autant, des douleurs vont persister. Donc il y a des lésions anatomiques, elles participent à la douleur, mais le lien direct, il n'est pas toujours évident. Ouais, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, et en effet, c'est très compliqué parce qu'on aime bien aussi associer justement des lésions qu'on voit avec une douleur potentielle parce que ça la rend réelle. Oui. C'est vrai que cette idée de potentiel, c'est un peu particulier, un peu flou. Je pense que ça peut perturber certaines personnes. Et justement, dans ce concept de douleur-là, on parlait un peu de mécanismes physiologiques. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du corps? Alors, si on veut simplifier en 2 mots, la douleur, c'est un lien qui est perturbé entre le corps et le cerveau. Voilà. Si on veut, ça c'est ma définition à moi, elle n'est pas du tout labellisée, mais voilà, c'est ce que je dis à tous mes patients. Donc, vous avez une douleur, il y a un lien qui est perturbé entre votre corps et votre cerveau. On va chercher si le problème, il est dans le corps. On a une métastase osseuse, donc là, vraiment, il y a une lésion, voilà, et donc ça peut donner des douleurs, voilà. Ou alors, on a une dépression profonde, on a quelque chose, on a du vague à l'âme ou une pathologie psychiatrique, ça peut aussi donner des douleurs. Mais donc, ça, c'est dans les deux sens, voilà. Il faut pour autant ne pas négliger ni l'un ni l'autre. Et puis, très souvent, c'est entre les deux. C'est le lien entre le corps et le cerveau qui est perturbé. Donc, il y a un peu du cerveau, un peu du corps, mais c'est surtout le lien. Parler du mal de dos, le mal de dos, c'est caractéristique. Vous avez mal au dos, vous ne pouvez plus bouger. Ça retentit sur votre morale, sur vos capacités, le sport, les loisirs. Au bout d'un moment, il y a un peu du dos, un peu du cerveau, et surtout entre les deux. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire avec mes patients? Je vais leur dire, il faut réactiver le corps. On va s'occuper du corps, et vous allez vous occuper de votre corps, parce que souvent c'est ça, les gens ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Et puis on va calmer votre cerveau qui, lui, fonctionne tout le temps et qui ne se repose jamais. En clair, le corps est fatigué, il est dysfonctionnel, et le cerveau, il est en permanence en activité, et il faut calmer le cerveau et réactiver le corps. Un exemple, je pense, qui est très parlant sur la complexité, ça, c'est la douleur des membres fantômes. Oui. Je pense que justement, il n'y a pas de lésion réelle et on a mal à un endroit du corps qui n'existe pas, et c'est là où justement ce lien, je pense, corps-cerveau est aussi très, très important. Dans tous les exemples qu'on peut prendre, corps-cerveau, effectivement, le membre fantôme, c'est tout à fait, c'est assez fascinant de voir que on peut avoir mal dans ce membre qui n'existe plus, mais c'est vraiment la mémoire là du schéma corporel, de la douleur. Et là, je vais vous citer un exemple d'un de mes patients, un exemple assez incroyable d'un patient que j'ai vu qui était diabétique, donc avec des lésions vasculaires d'artérite, qui est amputé du pied et qui vient me voir pour des douleurs du membre fantôme du pied, mais qui me dit, j'ai mon pied qui me fait très mal, mais j'ai un endroit, j'ai mon gros orteil qui me fait encore plus mal, avec des fois des décharges électriques. C'est un truc incroyable, j'arrive pas à comprendre. Et alors on réfléchit, et on discute, et puis tout d'un coup, il me dit, je crois savoir, quand j'avais 15 ans, je passais la tondeuse chez mes parents, dans le jardin de mes parents, et je me suis pris le gros orteil dans la tondeuse, et j'ai eu le gros orteil qui a été arraché avec des lésions qui ont été réparées, et ça a guéri. Et en fait, il avait 55 ans. 55 ans après, lors de son opération du pied diabétique, ces douleurs de l'orteil qui avait été arraché à l'âge de 15 ans se sont surajoutées à ces douleurs du membre fantôme. Donc il avait des douleurs de l'orteil fantôme de l'âge de 15 ans et des douleurs du membre du pied fantôme de son opération de 55 ans. Pour dire à quel point le cerveau emmagasine toutes nos expériences, notre schéma corporel, et à l'occasion d'un événement plus ou moins médical ou autre, certaines douleurs peuvent comme ça être comme ça, ressortir de façon tout à fait incroyable. C'est fou, c'est vraiment comme si ça avait été gardé en mémoire au final et que le cerveau, Exactement. c'est
C'est incroyable. Et quand on parle de douleur, justement, alors je pense que la première douleur qui nous vient à l'esprit, c'est on se cogne le petit orteil sur un coin de Ouais. table et ça fait très Mmh. mal. Il y a des douleurs qui évoluent beaucoup plus sur le long terme. C'est le Ouais. concept un peu de douleur aiguë vs douleur chronique. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces deux concepts-là? On va revenir sur plein de concepts. Il y a des concepts dans la durée, douleur aiguë, douleur chronique. Après, on verra des concepts selon, je dirais, les mécanismes, nociceptifs, neuropathiques, etc. Et puis après, ou peut-être même on peut commencer par ça, Si il vous y a voulez. la douleur comme symptôme. La douleur, c'est un symptôme. Vous avez mal au ventre, vous avez 39 de fièvre, vous allez aux urgences, chose que vous connaissez bien. Et donc là, le médecin va vous examiner, il va repérer une douleur dans la fosse iliaque droite, il va dire il y a peut-être une appendicite. Donc là, la douleur, c'est un symptôme. Elle nous oriente vers une lésion du corps, et donc elle est quelque part un peu utile, mais quand même, on sait bien qu'il faut quand même la soigner. Il y a encore quelques années, quand les gens venaient aux urgences avec des douleurs abdominales intenses, on disait il ne faut pas donner de morphine, pas d'antalgique, parce que ça va masquer. Voilà. Heureusement, il y a eu plein d'études qui ont montré que ça servait à rien. Voilà, la douleur ne sert à rien, il faut la calmer. Au contraire, si le patient est opéré dans un contexte de stress, de douleur, c'est pas bon. Ça, c'est la douleur symptôme. Deuxième situation, la douleur maladie. Là, c'est la douleur qui envahit la vie. C'est la lombalgie chronique, c'est l'endométriose, enfin, pas mal de pathologies où j'ai mal au dos, mais à cause de mon dos, je ne peux plus travailler. Je suis déprimé, je suis désocialisé, je suis hors du monde, j'ai plus de boulot. Enfin, voilà. Et donc là, on voit bien qu'un lombalgique qui a plus de travail, qui est séparé de sa famille, qui a plus de revenus, c'est pas un comprimé dentalgique qui va faire quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans une maladie dans toutes ses dimensions qu'il va falloir prendre en compte. Si on veut soigner sa lombalgie, il faudra aussi s'occuper de son travail, de ses problèmes affectifs, sociaux, émotionnels. Et la troisième situation que les gens connaissent pas tellement, mais moi je me bats un peu pour que cette situation-là soit prise en charge, c'est la douleur facteur de risque. Alors je m'explique. Longtemps, je donne quelques exemples, hein. Longtemps, par exemple, les neurologues ont dit le Parkinson, ça fait pas mal. On a fait une étude il y a quelques années avec un professeur de neurologie de Clermont-Ferrand qui a fait une étude sur les Parkinsoniens et qui a montré que 60% des patients atteints de maladie Parkinson avaient des douleurs, souvent dues aux contractures, hein. Quand on a un Parkinson, il y a une hypertonie, enfin, voilà, il y a aussi des douleurs articulaires. Et élément très important, quand on soigne ces douleurs, quand les patients sont soulagés de leur Parkinson, eh bien leur maladie, leur Parkinson va mieux et plus facilement stabilisée. Donc là, on voit bien que la douleur surajoutée à une maladie, elle aggrave le fardeau de cette maladie. C'est un facteur de risque. Donc traiter la douleur des malades atteints de Parkinson, c'est améliorer le Parkinson. Et là, ça change complètement le paradigme. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde pensait l'inverse. C'est-à-dire s'il y a une douleur, c'est que la maladie, elle n'est pas stabilisée. Donc, il faut augmenter le traitement du Parkinson. Pas du tout, hein. Et donc là, c'est vraiment un changement complet de paradigme, de vision des choses. La même chose dans le diabète, hein. Quand vous avez une neuropathie diabétique très douloureuse, ce n'est pas forcément qu'il faut pousser à l'équilibre du diabète. Si vous traitez la neuropathie douloureuse du diabète, vous allez améliorer le sommeil, l'état émotionnel des patients et améliorer l'équilibre du diabète. Donc c'est pour ça que je me bats un peu pour cette troisième situation, parce que les médecins, notamment mes collègues spécialistes d'organes, ne sont pas assez sensibles à ça. Et je pense qu'il faut qu'ils appellent plus souvent les médecins de la douleur en pensant qu'en soulageant cette douleur, ils vont améliorer la qualité de vie et la maladie des patients dont ils ont la charge. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout, mais quand on y pense, ça paraît presque logique au Oui. final, parce que si vous avez Mmh. moins mal, si on prend l'exemple du patient parkinsonien, Mmh. s'il a moins mal, il va plus facilement se mobiliser, il va plus facilement bouger. On sait Exactement. que le Voilà. fait justement d'avoir du mouvement quotidien Mmh. va potentiellement Mmh. améliorer son Parkinson. Et, mais en effet, du coup, ça intègre la prise en charge douloureuse dans quasiment tous les versants de toute pathologie chronique. Oui, alors là, vous prêchez un convaincu, voire un militant, hein. Vous savez, souvent les médecins de la douleur, comme les médecins de soins palliatifs ou les addictologues, on est des militants, hein. Voilà. Moi, j'ai un certain âge, donc quand j'ai fait mes études de médecine, la douleur, il n'y avait aucun enseignement sur la douleur. Donc j'ai été un de ceux qui ont milité pour qu'il y ait des enseignements.
Au départ, c'était 20 heures, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui, pour les doyens, a semblé énorme. On prenait 20 heures sur les autres spécialités pour apprendre la douleur et les soins palliatifs. Donc, ça a été un combat. Voilà. Mais du coup, maintenant, quand même, il y a les jeunes médecins comme vous avez eu des enseignements. Il y a quand même, je dirais, un environnement, une vision des choses qui a beaucoup changé par rapport à mon époque où, voilà, je vais vous donner un exemple assez parlant. Moi, j'étais jeune rhumatologue, je m'intéressais beaucoup à la douleur de mes patients, comme d'autres rhumatologues, hein, mais malgré tout, moi, je me suis dit, on s'intéresse beaucoup plus aux anticorps, à l'inflammation. À l'époque, c'était la VS, maintenant, c'est la CRP. Et donc, quand un patient a une CRP ou une VS qui est normalisée, on va considérer que son rhumatisme est bien. Et les douleurs, on les laisse un peu de côté. Moi, je me suis dit, il y a un problème. Voilà, il n'y a pas de corrélation. Il faut qu'on s'occupe des douleurs, des rhumatismes inflammatoires. Et j'ai donc dit à mon patron de l'époque, à l'hôpital, j'étais chef de clinique, je lui ai dit, je voudrais monter une consultation de la douleur. Voilà. Alors, il m'a regardé d'un air complètement abasourdi. Il m'a dit, pourquoi pas une consultation de la température? Alors là, c'était moi qui étais abasourdi. C'est-à-dire que, voilà, je pense que pour lui, enfin, il y avait vraiment quelque chose, à mon avis, de l'expérience humaine qu'il n'avait pas capté dans sa pratique. D'ailleurs, bon, c'était à l'image de sa pratique d'un grand patron de rhumatologie de l'époque. Voilà, mais pour dire comment on concevait la douleur comme simplement un symptôme. S'il y a de la douleur, c'est qu'on n'a pas soigné le rhumatisme et il faut soigner ce rhumatisme. Or, comme je vous l'ai montré, il n'y a aucune corrélation. Il faut traiter la douleur vraiment comme un symptôme associé, comme une maladie ou comme un facteur de risque, mais ça nécessite une prise en charge quasiment dans toutes les spécialités. Voilà. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles ou à liker sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide à avoir des invités toujours plus exceptionnels et permet de construire une santé durable. C'est assez parlant comme exemple. Et même, là, moi, je repense à un patient à 2-3 jours aux urgences où parfois, je trouve que la douleur, elle est, comment dire, elle est analysée chez les patients par les soignants comme si elle était vécue par eux-mêmes. Et souvent, moi, je sais que je me bats souvent avec les équipes quand on me dit oui, il n'a pas un faciès qui est très douloureux, il n'a pas l'air d'avoir si mal que ça, et que la personne en face nous dit qu'elle est à 8, 9 sur 10. Je trouve ça dommage parce qu'on passe à côté justement d'une grande partie du soin, c'est-à-dire soulager les personnes. Et il faut croire les gens aussi ce qu'ils nous disent. Mais comment justement on peut réussir à bien évaluer la douleur? Alors là, vous touchez quelque chose de très complexe. Hein. On part de la définition. La douleur, c'est une expérience. Donc, comment évaluer l'expérience de l'autre? Très compliqué. Si je prends un autre exemple, je vous dis que j'aime le chocolat. Est-ce que vous aurez vraiment, vous toucherez du doigt vraiment à quel point j'aime le chocolat, quel type de chocolat, tout ça. Donc, c'est compliqué. Donc, évaluer la douleur, c'est forcément compliqué. Et c'est cette complexité qui rend justement la douleur comme quelque chose de fascinant, mais en même temps de très difficile à traiter. Vous avez parlé d'échelle d'intensité, 8-9. C'est déjà quelque chose de compliqué. 30% des patients n'arrivent pas à donner un chiffre à leur douleur. Donc là, pour ces patients-là, on va utiliser plutôt des échelles verbales. Ça fait un peu mal, beaucoup, intensément, voilà. Donc quand on ne peut pas donner un chiffre, on va donner une échelle verbale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un chiffre se cachent des choses très différentes. Très différentes. Voilà, je me donne un coup de marteau sur le doigt. Je vais dire, là, je suis à 7. Voilà. On va reprendre l'exemple du mal de dos, ou même un autre exemple. On va prendre un autre exemple tout à fait différent, qui est un exemple personnel. Voilà. Je me rappelle, il y a maintenant de nombreuses années, j'étais de garde un soir de Noël. Voilà. Et avant ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu un cadeau de Noël, on m'a offert des nouvelles chaussures. Et donc, j'ai fait mes gardes avec mes nouvelles chaussures. Ce qu'il ne faut jamais faire, je pense que vous avez jamais fait cette bêtise, mais j'ai fait ces gardes avec ces nouvelles chaussures. Donc, soir de Noël, c'est quand même assez actif. Donc, j'ai eu rapidement des ampoules. J'avais une douleur qui était entre 4 et 5, si on m'avait demandé. Mais cette douleur à 4 et 5, quand vous êtes de garde à 3 heures du matin,
avec le contexte, même si c'est 4 ou 5, c'est quand même, ça vous empêche de travailler. Voilà. Donc, on voit bien ici que l'intensité n'est pas forcément corrélée. Le contexte rend les choses, doit faire, je dirais, moduler cette question d'intensité. À l'inverse, j'ai pas mal de patients fibromyalgiques que je vois, ou patientes ou patients. Quand je leur demande combien vous avez mal, ils me disent, moi j'ai 15/10. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a derrière tout ça une grande souffrance. Voilà. Et donc le chiffre, en fait, pour dire que le chiffre de 0 à 10, l'échelle d'intensité, il est surtout valable dans la douleur aiguë. Voilà. Dans le chronique, ça n'a rien à voir. La douleur chronique, c'est une douleur multidimensionnelle. Hein. Pour résumer, douleur aiguë, c'est une dimension. J'ai mal, voilà. Douleur chronique, il y a des multiples dimensions, psychologiques, sommeil, etc. Donc là, le 10 ou le 15, il veut dire que notre douleur, elle a envahi notre vie. Et là, je vais arriver à d'autres définitions. Hein. Je vais un peu de science, mais je vais essayer d'être quand même assez simple. Dans la douleur, il y a un peu 3 niveaux d'expérience. Vous l'avez cité tout à l'heure, on se cogne avec un marteau, ça fait mal. Vous avez dit ça fait mal. C'est très bien. Là, c'est ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire que j'active les petits récepteurs de la douleur sur mon doigt avec mon marteau, ou je me suis coincé le doigt dans une porte. Voilà, et là, je vais avoir un réflexe. C'est un phénomène physiologique. Heureusement, mon corps m'avertit qu'il y a quelque chose de dangereux pour moi. C'est la nociception. Et on sait que ça fait partie quand même de ce que l'environnement nous renvoie. Un enfant qui est démuni de ce système nociceptif, il y a des formes génétiques qu'on appelle d'agénésie congénitale à la douleur. C'est des enfants qui ne vont pas ressentir la douleur quand ils tombent, quand ils mettent la main sur une plaque chauffante. Voilà. Et là, ils sont en danger parce qu'ils ne vont pas avoir des réflexes de défense. Voilà. Et cette douleur nociceptive, en général, ça fait mal. Voilà, mais ça va passer. Voilà, ça passe avec un traitement antalgique ou simplement parce qu'on a eu juste un petit choc électrique. Ça, c'est physiologique et c'est bien, c'est normal. Voilà. Après, on a la douleur. La douleur, c'est pas ça fait mal. La douleur, c'est j'ai mal. On passe à un autre niveau. Déjà, ça me touche, moi, mon intégrité. Ça me touche mon intégrité. Ça me rappelle aussi d'autres événements dans ma vie où j'ai eu mal. Là, ça me rappelle un jour où je suis tombé, où j'ai eu des fractures, est-ce que je ne me suis pas cassé, tout ça. Donc tout de suite, le j'ai mal, la douleur, c'est j'ai mal. Voilà. C'est-à-dire que c'est mon intégrité qui est atteinte, ça me fait mal, voilà, mais j'ai mal. Donc il y a quelque chose déjà de personnel qui fait appel à ma mémoire, à mon environnement, à mon contexte. Et donc ce contexte-là doit être pris en compte. Et bon, après, j'ai tellement de choses à dire en même temps qu'il faut que je série les choses. Le troisième niveau, c'est autre chose, c'est la souffrance. Hein. Alors, il y a une intrication souvent entre ça fait mal, j'ai mal, et la souffrance. Et la souffrance, c'est quoi? C'est je suis mal. Voilà. Donc, on peut passer de ça fait mal à j'ai mal et à je suis mal. Et chez nos patients, ce qui est important, c'est de voir à quel point ça fait mal, à quel point ils ont mal et à quel point ils sont mal. Voilà. Et chaque patient, et moi, des fois, je le fais avec mes patients. Je leur dis là, tout de suite, là, dites-moi combien vous avez mal. Et puis, dites-moi aussi maintenant, de 0 à 10, combien vous êtes mal. Voilà. C'est aussi pour montrer aux gens que la part émotionnelle, c'est pas une part honteuse. C'est normal. Hein. C'est normal d'être perturbé dans son être, à des degrés bien sûr différents. Et c'est normal, voilà, la douleur, ça nous atteint, ça nous attaque. Et c'est normal d'avoir un peu de souffrance et d'être mal. Voilà. Après, quand on est vraiment très mal, là, on touche plutôt à des pathologies psychiatriques ou en tout cas où l'aide du psychiatre est indispensable. Mais en tout cas, c'est très important de différencier ces 3 niveaux. Et la prochaine fois que vous faites mal, dites-vous, est-ce que j'ai mal? Est-ce que ça me fait mal? Ou est-ce que je suis mal? Ou est-ce que j'ai les 3? Ouais. Voilà. Et c'est hyper intéressant et ça montre, on en parlera tout à l'heure, à quel point la prise en charge de la douleur est quelque chose qui doit être vraiment global et multimodal. Pour revenir au ça fait mal, justement, je prends un marteau, je tape le bout de mon doigt, Oui. directement, ça monte à mon cerveau Oui. et douleur. À ce moment-là, le cerveau, lui, comment il réagit pour calmer cette douleur? Est-ce qu'il a le pouvoir justement de la calmer par lui-même? Alors le cerveau, il est tout puissant. Véritablement, on a un cerveau tout puissant.
mais souvent, on ne l'entraîne pas suffisamment. Mais le cerveau, alors déjà, le cerveau, il va intégrer des messages et il va éventuellement se rappeler d'autres moments désagréables. Donc ça, par contre, ça peut rajouter de l'anxiété. Mais de base, de façon physiologique, c'est ce qu'on appelle l'analgésie induite par la douleur. C'est-à-dire que quand vous vous faites mal, le cerveau, il renvoie un message tout de suite pour bloquer ce système-là. Voilà. Alors, ça c'est un peu d'histoire, hein, mais au Moyen Âge, il y avait des situations douloureuses, il y en avait beaucoup, mais il y avait une situation douloureuse qui était celle de l'arracheur de dents. Hein. Vous savez qu'ils mentaient beaucoup, les arracheurs de dents. Pourquoi ils mentaient? Ils vous disaient d'abord que vous n'alliez pas avoir mal. Hein. Pourquoi on dit qu'on ment comme un arracheur de dents? C'est parce qu'il vous dit toujours que ça ne va pas faire mal. Or, à l'époque, ça faisait vraiment mal. Voilà, c'est pour ça. Et alors, comment est-ce qu'on faisait pour arracher les dents? Donc, il y avait tout un décorum. Une fois par mois, l'arracheur de dents venait dans le village. Les gens qui avaient des chicots venaient sur la place du village. Voilà. Et tout le monde venait. Alors, quand vous étiez en Écosse, on vous donnait un peu de whisky. Quand vous étiez en Gascogne, on vous donnait un peu de cognac ou d'armagnac, et puis peut-être dans votre région du pinot, enfin je ne sais pas, c'est la prémédication. Et au moment où on vous arrache la dent, on vous donne un grand coup de marteau sur l'orteil pour que le cerveau, il envoie un message comme ça d'inhibition. Voilà. Il y a de la distraction, mais il y a aussi un phénomène physiologique. Voilà. Alors on voit bien que très vite, c'est quelque chose qui est dépassé. C'est pour ça que l'arracheur de dents, il ment. Mais donc, c'est des phénomènes, voilà, quand on vous fait mal, le cerveau, il réagit, il bloque le message. Alors, il le bloque quand il est en bonne santé. Quand c'est un cerveau déprimé, fatigué, dans une situation difficile, il va être beaucoup moins efficace. Nous, on a fait une étude, alors c'est un peu des études scientifiques, mais on utilise comme ça ce qu'on appelle la douleur conditionnée, la modulation. En anglais, c'est CPM, Conditioned Pain Modulation. En français, on ne le traduit pas trop, mais c'est comment la douleur module la douleur. Et alors, comment on fait? On fait des études. Nous, on a fait des études dans la polyarthrite pour voir comment le cerveau était encore actif pour bloquer la douleur. Vous mettez le pied d'un patient dans de l'eau glacée à 8 degrés et vous lui faites une stimulation sur la main ou autre et vous voyez comment le cerveau va diminuer la douleur de la stimulation que vous faites ailleurs. Voilà. En plongeant le pied dans l'eau glacée, le cerveau bloque le message douloureux d'une douleur que vous faites ailleurs. Ça permet de voir chez des patients comment leur cerveau fonctionne. Il y a des gens qui ont un très bon système de contrôle, qui vraiment inhibe la douleur, et d'autres pas du tout. Et il y a une grande diversité des patients à ce niveau-là, déjà. Mais il y a une telle diversité des réactions à la douleur selon les personnes qu'on pourra en parler beaucoup. Mais ça, c'est déjà un phénomène physiologique. Il y a un autre phénomène physiologique qui est que vous faites sans le savoir. Voilà, quand vous vous cognez, vous allez frotter votre main. Et ben, quand vous frottez votre main, qu'est-ce qui se passe? Vous activez des grosses fibres, des gros nerfs, qui ne sont pas les nerfs de la douleur, mais qui, comme vous frottez, voilà, vous activez, ça va bloquer le message douloureux qui, lui, est véhiculé par des petites fibres. C'est ce qu'on appelle le gate control, la théorie. En fait, au niveau de la moelle, il y a une compétition entre les grosses et les petites fibres. Quand je me frotte, j'active mes grosses fibres et je bloque le message douloureux. C'est ce que font tous les kinés quand on fait des massages, quand on applique du chaud, du froid. On active les grosses fibres pour bloquer le message de la douleur. Ok. Vous venez enfin de me faire comprendre le gate control après 9 années d'études. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Hyper clair. Ok. Et c'est tout ça, en fait, ça éclaire un peu partout dans ma tête parce que ça montre aussi à quel point, comme vous dites, un cerveau en difficulté, un cerveau malade, typiquement chez les patients dépressifs, sont beaucoup plus à même d'avoir des douleurs chroniques. Mais c'est aussi une boucle parce qu'au final, plus on a de douleurs, plus ça peut poser problème. C'est un peu l'œuf ou la poule au final, parfois. Tout à fait. C'est pour ça que moi, ça vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Quand je vois mes patients douloureux chroniques, je leur dis jamais, quand je leur parle de leur cerveau, ils ont toujours peur que je pense que c'est psychologique. Je leur dis non, il y a une dimension psychologique, mais je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule. Et je ne pose surtout pas la question. Je soigne quelqu'un dans sa globalité, avec ses phénomènes somatiques, sa douleur, ses pincements, ses poussées articulaires, et aussi la dimension psychologique et fonctionnelle.
et donc sans aucun a priori. C'est l'a priori qui va, je dirais, gâcher tout ça. Voilà, si on dit aux gens, vous avez une douleur, le cerveau, il réagit pas bien, il faut s'occuper autant du cerveau que du corps. Pour revenir à ce qu'on a dit au début, eh ben là, les patients adhèrent beaucoup plus à cette vision, qui n'est pas une vision de causalité, mais qui est une vision d'un être avec toutes ses dimensions. Ouais, c'est vraiment la question de se dire, Ouais. dans une prise en charge globale, on prend Mm. tout en compte. Mais je pense que la plus grande peur chez les patients douloureux chroniques, c'est qu'on non, mais c'est dans ta tête, en fait. Juste ça. Mais sur le papier, oui, en fait, c'est dans votre tête, parce que c'est votre cerveau qui ressent la douleur et tout ça. Mais il faut prendre la chose dans son ensemble. Voilà, donc ce que je leur dis, c'est dans votre tête, mais c'est pas psychologique. Voilà. Et donc ça, ce différentiel les rassure beaucoup. Je dis, regardez, avec l'hypnose, vous pouvez... Voilà, moi je fais un peu d'hypnose, j'emmène les patients au bout du monde dans une séance comme ça. Bah, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui a des brûlures parce qu'il a une neuropathie du diabète, il a les pieds qui brûlent, les pieds en feu. Et ben, avec le patient, on va partir. Je vais lui dire, imaginez que vous enlevez vos chaussures, que vous partez, que vous êtes à la montagne, qu'il y a un petit ruisseau là, un ruisseau avec de l'eau fraîche et avec un peu de sable, voilà. Et vous enlevez vos chaussures et vous commencez à marcher sur ce petit ruisseau avec de l'eau qui coule très lentement, un peu fraîche sur vos pieds, et vous montez le long du ruisseau. Et voilà. Et vous êtes parti avec le patient et il vous dit, ah oui, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et avec son cerveau, avec moi, le scénario que je lui ai proposé, il va modifier ses brûlures. Voilà. D'où l'extraordinaire pouvoir du cerveau dans tous les sens du terme. Et vous avez rapidement abordé le sujet tout à l'heure. J'aimerais revenir sur les différents types de douleurs. On a parlé d'inflammatoire, on peut parler aussi de neuropathique, de nociplastique. Est-ce qu'on peut faire une petite liste comme ça? C'est des gros mots, mais qui ont quand même leur différence. Alors effectivement, on a bien différencié douleur aiguë, douleur chronique, c'est très important, mais dans tout ça, il faut bien différencier en fait 3 mécanismes. Là, on parle un peu de mécanisme, c'est un peu de science, mais c'est assez compréhensible. Il y a 3 grands mécanismes de douleur. Il y a ce qu'on appelle le mécanisme nociceptif, c'est-à-dire que mes récepteurs de la douleur sont activés. Ils sont activés quand j'ai une fracture, quand j'ai une poussée articulaire, une poussée d'arthrite, quand j'ai une métastase osseuse, quand j'ai une appendicite. Voilà, ça c'est la douleur aiguë, c'est en général nociceptif. Voilà. Après, il y a un deuxième cadre qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Ça veut dire que tout le circuit de la douleur qui part d'une brûlure, par exemple, du doigt, et ça va jusqu'au cerveau, ça suit donc des nerfs, puis après la moelle épinière, et puis après le cerveau. À un endroit de ce circuit, il y a une perturbation. Il y a un court-circuit. Voilà, comme un court-circuit, c'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Le court-circuit peut être en périphérie dans un nerf qui a été coupé. Il peut être au niveau de la moelle quand on a une sclérose en plaques. Il peut être dans le cerveau quand on a un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est les douleurs neuropathiques. Il y en a plein qui sont connues. Il y a les douleurs du zona. Vous avez un virus qui a abîmé des nerfs. Quelques semaines après, le nerf, comme un court-circuit, la gaine du nerf, comme la gaine d'un fil électrique, est abîmée par le virus. Vous n'avez plus le zona, on ne voit plus rien, mais vous avez des brûlures, des décharges électriques. C'est extrêmement douloureux. C'est la gaine du nerf qui est abîmée. C'est des douleurs neuropathiques. Voilà. Le diabète, le sucre dans le sang, ça abîme les nerfs et donc ça donne des douleurs neuropathiques. Voilà. Donc ça, il ne faut pas aller chercher la peau du zona parce qu'elle est guérie. Il ne faut pas regarder le pied du diabète, sauf si on a un pied diabétique, mais le pied, il est normal, mais les gens, ils ont beaucoup de brûlures, des décharges électriques. Mais comme c'est le système nerveux qui est abîmé, ils ont aussi l'impression qu'il y a des araignées, qu'il y a des bêtes, quand on décrit une douleur neuropathique, on donne un vocabulaire extrêmement riche. Alors, quand les gens ils ont un vocabulaire très riche, on dit ils sont un peu fous, quoi. Donc, il y a une trentaine d'années, quand un patient qui avait été opéré d'une prothèse de hanche disait « Moi, j'ai très mal, voilà, ça me brûle, ça lance, j'ai l'impression que j'ai une poêle à frire. » J'ai des patients qui ont des expressions extrêmement imagées. Le chirurgien, qui est toujours le meilleur chirurgien du monde, dit « Moi, ma prothèse, elle est très bien. » Il va examiner le patient. Effectivement, la prothèse, elle est parfaite. Voilà, mais le patient, il a très mal. Prothèse parfaite, patient très mal. Chirurgien, on envoie le patient au psychiatre. Voilà. Et on ne savait pas à l'époque qu'entre
10 et 30, voire 40% des chirurgies sont après compliquées de douleurs neuropathiques. C'est normal, on a ouvert la peau, on a ouvert les muscles, on a abîmé des petits nerfs pour arriver au foyer opératoire. Eh bien, dans beaucoup de chirurgies, on a des douleurs neuropathiques qui vont survenir à distance, parce que le nerf, il va s'abîmer après. Donc, il y a par exemple une opération qui est l'opération la plus fréquente en France, qui est la hernie inguinale. Il y en a à peu près 200 000 en France par an. Eh bien, entre 5 et 10% des hernies inguinales sont compliquées de douleurs neuropathiques. C'est-à-dire que quelques semaines après la chirurgie, on a mal, on a des brûlures, ça tire, ça lance. Qu'est-ce qui se passe? On retourne voir le chirurgien. Le chirurgien, s'il ne connaît pas ça, il va réopérer. Et plus il réopère, plus les nerfs vont être excités et les douleurs neuropathiques vont continuer. Donc heureusement, maintenant, on connaît de plus en plus les douleurs neuropathiques post-opératoires. On sait aussi la fréquence. Par exemple, dans une chirurgie du thorax, c'est jusqu'à 50%. Quand on vous opère d'un cancer du poumon, thoracotomie, on ouvre le poumon, la cage thoracique, c'est jusqu'à 50% de ces patients qui ont des douleurs neuropathiques post-opératoires. Donc c'est important de le savoir pour dire que ce n'est pas parce qu'on a des douleurs que la chirurgie est ratée. Donc ça, il faut rassurer le chirurgien, les anesthésistes, tout le monde. Les douleurs après opération ne sont pas liées à une mauvaise opération ou à une mauvaise prise en charge. C'est un phénomène qu'on connaît. Et donc ces douleurs neuropathiques, elles ont mis quand même du temps à être connues. Il a fallu les décrire, comprendre les mécanismes, parce qu'avant, quand on n'allait pas bien après une chirurgie, on était envoyé chez le psychiatre. Or, le psychiatre, il n'a rien à voir avec ces douleurs après une prothèse de genou ou de hanche. Troisième situation, alors là, c'est encore plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Donc ça, c'est une définition récente de 2017, donc vous voyez que c'est assez récent. Alors que douleur neuropathique, la définition, elle a plutôt 30 ans, mais vous voyez que la médecine de la douleur, c'est le symptôme le plus ancien, et la médecine de la douleur, c'est la spécialité la plus récente. Donc voilà, heureusement, les mentalités changent. Et donc, douleur nociplastique, c'est de 2017. C'est défini comment? C'est des douleurs qui sont liées, là, il n'y a pas d'activation des récepteurs de la douleur, il n'y a pas de perturbation du circuit de la douleur. C'est la modulation, c'est le thermostat de la douleur qui est perturbé. Voilà. On a froid aujourd'hui dans cette pièce, ce n'est pas le cas, mais on pourrait avoir froid. Le radiateur, il marche bien, l'électricité marche bien, mais c'est le thermostat qui est déréglé. Eh bien, la douleur nociplastique, c'est ça. C'est le thermostat de la douleur qui est déréglé, c'est-à-dire que je ressens des douleurs pour des stimulations qui ne sont pas forcément douloureuses, normalement, voilà. Et j'ai comme ça tout un ensemble de symptômes qui font que mon cerveau il est complètement envahi par cette douleur. J'ai par exemple des troubles cognitifs, des problèmes d'attention, des problèmes de sommeil, et pour autant, c'est des vraies douleurs. Mais là, il a fallu, déjà pour les douleurs neuropathiques, il a fallu se battre pour convaincre tout le monde que les douleurs neuropathiques existaient. Mais heureusement, on a avancé, les douleurs du diabète, de la chirurgie, voilà. Mais alors, les douleurs nociplastiques, c'est encore plus compliqué. Parce que là, c'est soit des gens qui ont mal partout, avec des douleurs articulaires, et le rhumatologue, il va dire, il n'y a pas de rhumatisme, tout est normal, vous n'avez rien. Or, dire à quelqu'un qui a très mal, qui ne dort pas, qui est envahi par la douleur, qu'il n'a rien, c'est absolument pas pertinent. Donc, il y a quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose d'inflammatoire. Ce n'est pas un rhumatisme, c'est un déséquilibre entre le corps et le cerveau. Ça peut être une fibromyalgie. Vous avez la même chose en gastro-entérologie, on appelle ça le syndrome de l'intestin irritable, diarrhée, constipation, douleur, flatulence, problèmes digestifs. On fait plein de coloscopies, d'examens, tout est normal. Pour autant, il y a quand même un impact majeur dans la vie de tous les jours. Pour autant, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, c'est ce qu'on a appelé avec un peu de mépris avant les symptômes fonctionnels. Qui voulait dire fonctionnel, ça veut dire que ça ne fonctionnait pas bien dans le cerveau. Non, c'est plutôt, en général, c'est le lien entre le corps et le cerveau qui est perturbé. On sait, et dans ce cas-là, les deux sont tout aussi importants. Si vous avez un syndrome de l'intestin irritable,
il faudra repérer les aliments qui vous induisent quand même des perturbations, les sucres, ce qu'on appelle les FODMAP, enfin les sucres qui vont fermenter, certains fruits, certains... Les gens qui ont ça, ils repèrent bien ce qui peut être irritant. Voilà. Pour autant, ils n'ont pas une maladie digestive. Donc, on va avoir quand même... Il va falloir éviter ce qui, en périphérie, au niveau digestif, irrite. Mais il faudra aussi faire du sport, activer le cerveau. Il faudra s'occuper de façon plus globale pour améliorer ce syndrome de l'intestin irritable. Et pour la fibromyalgie, c'est pareil. Il faudra s'occuper autant des articulations que du cerveau si on veut s'en servir. Ces 3 paramètres-là, ils sont hyper importants à Mmh. connaître parce que c'est pas, en termes de traitement aussi, c'est différent de ce qu'on donne. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et je pense que ça peut être une question que les gens qui nous écoutent se posent, c'est comment et pourquoi certaines douleurs vont se chroniciser alors que d'autres non, pas du tout. Pourquoi quand je tape mon pouce avec un marteau, la douleur cesse au bout de 5 secondes et peut-être que quelqu'un d'autre, lui, la douleur, elle va rester des années parce que quoi en fait, justement? Alors ça, c'est une grande question pour laquelle, malheureusement, je n'aurai pas encore de réponse. Mais à l'heure actuelle, avec les données, les grandes bases de données et l'intelligence artificielle, on espère avoir des éléments prédictifs. On a des situations qui sont les chirurgies. Voilà, c'est une situation bien précise. On sait pourquoi on opère les gens. On sait qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie, qu'est-ce qu'ils ont pris comme médicaments. Donc, on peut essayer de voir quels sont les facteurs prédictifs de développer une douleur chronique après une opération. Alors, on en a déjà quelques-uns, mais c'est quand même un modèle qui nous permet de savoir. Par exemple, on sait que quelqu'un qui a pris de la morphine très longtemps, après une opération, risque de développer des douleurs chroniques post-opératoires. La morphine va sensibiliser le cerveau, donc ça c'est un élément important pour certaines personnes qui ont peut-être abusé ou à qui on a prescrit à tort beaucoup de morphinique. Donc la prise de morphine, le déconditionnement physique, moins on bouge son corps, plus on est déconditionné physiquement, plus une opération risque de mal se passer après. Donc maintenant, faire de la kiné avant une opération, c'est un élément essentiel. Avant d'être opéré d'une hanche, intuitivement, on se dit je ferai de la kiné après l'opération, je vais attendre. Ben non, faire de la kiné avant est un élément essentiel. Troisième élément, repérer des douleurs neuropathiques précoces, c'est-à-dire tout de suite dans les 7 jours qui suivent l'opération, on voit qu'on a déjà des douleurs neuropathiques, ça veut dire que les petits nerfs qui ont été ouverts, lésés, déjà ils se réveillent. Ça, c'est un élément qui fait risquer des douleurs chroniques. Donc on commence à les comprendre. Après, il y a aussi des facteurs personnels, ce qu'on appelle le catastrophisme, c'est-à-dire que je vois, dès qu'il m'arrive quelque chose, je vois les choses de façon catastrophique. J'ai mal au dos, j'imagine que mon disque il est en train de se pincer, que ma moelle épinière elle va être atteinte, que je vais être paralysé, que je vais finir en chaise roulante et que ça va être catastrophique. Donc à partir d'un petit événement, on voit se dérouler dans l'avenir des choses très péjoratives. Ça, c'est un élément de chronicité. Et puis, alors là, c'est une vision un peu biaisée, en tout cas par rapport aux patients que je vois. Moi, je travaille dans un centre de la douleur avec des douleurs chroniques. Et dans ma population de douleurs chroniques, je dois dire que je retrouve à peu près 30% de personnes qui ont vécu dans l'enfance des éléments traumatiques majeurs. Des abus sexuels, des traumatismes de tous ordres, pas seulement sexuels, mais le fait, au cours de son développement, d'avoir un cerveau qui tout d'un coup s'est trouvé mal avec le corps, ça favorise des douleurs chroniques. Si j'ai subi un viol ou une agression sexuelle dans mon enfance, à ce moment-là, j'ai été très mal avec mon propre corps qui a été violenté. Et donc cette chose-là qui survient pendant le développement est un élément qui favorise la douleur chronique à l'âge adulte, parce que quand je vais être réopéré, mon corps à nouveau, il va subir un traumatisme, mais normal, voilà, c'est normal d'être opéré, mais à ce moment-là, ça va réactiver d'autres éléments anciens. Et à l'heure actuelle, dans notre service, on mène comme ça toute une enquête, tout un travail sur le rôle des événements traumatiques dans l'enfance, dans le développement des douleurs chroniques à l'âge adulte. Mais même si il n'est pas connu cet événement-là, traumatique. Exactement, il y a des fois des patients, alors soit il n'est pas connu, soit il était mis de côté. C'est-à-dire que j'ai une patiente que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui avait vécu
à l'âge de 8-9 ans un événement de ce genre, c'est-à-dire qu'elle avait subi un harcèlement sexuel de la part du voisin du palier, voilà, un prof de gym qui habitait sur le palier. Voilà, ça a duré 1 an, en a parlé aux parents, donc les choses ont été quand même, qui est rare, mais là, ça a été pris en compte. Et après, elle a été adolescente, tout s'est bien passé. Et c'est uniquement à l'âge de 45 ans, où elle a vécu un divorce, où elle a en même temps perdu son emploi, que là, tout d'un coup, les douleurs chroniques se sont révélées et que tout d'un coup, cet événement de son enfance a été remis au premier plan. Mais pendant 30 ans, c'était resté caché parce que sa vie s'était bien passée. Voilà, donc c'est pas une vie de souffrance, mais c'est parfois quelque chose qui ressort à l'occasion de la douleur et qui parfois aussi a donc favorisé cette douleur parce que le cerveau, quelque part, avait une relation, je simplifie les choses, mais un peu compliquée avec le corps. Voilà, quand on garde une relation compliquée avec son corps quand ce corps a été maltraité. Ok, très, très, très intéressant. Et ça montre encore une fois que la douleur n'est pas juste un signal de Non. il se passe quelque chose et j'ai mal. Une question que je voulais vous poser, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit pas mal de fois pendant mes études. J'ai fait un épisode avec Blaise Dubois de la Clinique du Coureur, qui est le premier épisode sur la course à pied, le premier épisode du podcast, et il m'a dit le jour où j'ai quelqu'un de fiable sur la douleur, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi, de lui poser cette question-là. Est-ce que le fait de laisser une douleur s'installer augmente son risque de chronicisation ou pas? Parce que on parlait de ça quand on parlait des entorses, justement, où on évoquait que la douleur était un signal qui permettait de montrer que le corps, que ce qu'on demandait au corps était de trop par rapport à la lésion qu'on avait. Est-ce que vous avez la réponse à cette question-là? Alors, j'ai des réponses à tout, hein, mes enfants le disent en tout cas, et ma femme aussi. Mais voilà, est-ce qu'elles sont bonnes? Je ne sais pas. En tout cas, il faut peut-être préciser un peu plus, hein. Une douleur qui dure, c'est clair qu'elle a plus de risques de devenir une douleur chronique. Ça, de façon claire, je peux vous le dire. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément éviter la douleur, hein. Je donne un contre-exemple. Il y a encore quelques années, il y avait un élément très important qui était de dire aux gens, dès que vous avez mal, arrêtez tout, ne bougez pas et attendez. Il vaut mieux ne rien faire et avoir moins mal pour éviter la douleur chronique. Alors là, par contre, c'est pas bon, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, une douleur qui dure, c'est à risque de chronicité, mais une douleur enfin, quand on a une douleur, il faut quand même toujours continuer à bouger. Le mouvement est essentiel, hein. Voilà, le mouvement est essentiel. Il ne faut pas éviter la douleur. Je donne un exemple. Pendant des années, on a dit au kiné, vous traitez les gens en kiné quand ils auront plus mal. Il faut attendre de plus avoir mal pour faire de la kiné. On sait que c'est complètement faux, hein. Il y a des très belles études qui montrent, vous prenez des sportifs, vous parliez de sportifs de très haut niveau. L'étude, elle est parue dans New England, donc c'est assez clair. Sportifs de haut niveau qui ont une entorse de la cheville, la moitié, vous leur dites de se reposer, de plus rien faire, de revenir dans 2 mois. L'autre moitié, vous leur dites, vous reprenez le sport, pas de haut niveau, mais vous reprenez vos activités physiques dans 1 semaine, hein. Eh bien, ceux qui ont repris dans 1 semaine, même avec des douleurs, hein, et avec des douleurs, hein, parce qu'ils ont mal, voilà, mais ceux-là, ils s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui ont attendu pendant 2 mois sans rien faire et qui ont repris le sport, les activités 2 mois après. Donc, ça veut dire qu'il faut bien sûr éviter la douleur, mais il ne faut pas éviter le mouvement et il faut très vite, hein, voilà, tous les principes qu'on avait sur repos et douleur, il faut les remettre en cause. Quand j'étais interne, je reparle beaucoup de cette période où j'étais interne en rhumato, quand quelqu'un avait mal au dos, comment ça se passait? On soignait à l'époque des gens qui avaient des lumbagos. On leur disait, on les hospitalisait déjà. C'est rare maintenant d'hospitaliser un lumbago, mais à l'époque, on hospitalisait. On disait aux personnes de rester au lit pendant 1 semaine. Et ils avaient interdiction de se lever, même pour aller uriner. Donc, il fallait venir avec un pistolet pour uriner. Donc, interdit de se lever, interdit de bouger. On allait à l'autre bout du couloir de service de rhumato chercher une vieille porte en bois qu'on mettait sous le matelas pour que le matelas il soit bien dur. Voilà. Et puis, quand les gens avaient toujours mal, encore, malgré ça, on leur faisait un corset en plâtre pour pas qu'ils bougent. Voilà.
on sait que tout ce qu'on faisait à l'époque était tout ce qu'il y a de pire pour devenir chronique. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui guérissaient. Donc ça, c'est quand même un élément optimiste. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, il faut bouger tout de suite. On sait que lit dur, lit mou, c'est complètement stupide. Voilà, c'est pas la peine d'acheter un matelas qui coûte 3 000 €. Ça change rien. Le principe, c'est quoi? C'est d'être dans un lit où on est bien. Voilà. Il y a une très belle étude, encore une fois, dans un grand journal qu'on appelle le British Medical Journal, où on prend des gens qui ont mal au dos, on leur donne des matelas durs, des matelas mous et des matelas où ils sont comme ils veulent. La conclusion, c'est qu'il faut être dans un matelas où on se sent bien. Certains préfèrent le matelas dur, le matelas mou. En tout cas, ça n'a aucun impact sur la lombalgie. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, ne pas se lever, ne pas se bouger. Donc ça, c'est tout à fait péjoratif. Donc, il ne faut pas de corset, il ne faut pas de matelas dur et il ne faut pas ne pas se lever. Au contraire, il faut bouger très, très vite. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je dis aux patients à chaque fois. Je dis, le premier traitement, ça va être le mouvement. Et c'est très dur parce que quand on a mal, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie on n'a pas envie d'avoir mal. Et je pense que c'est ça qui est assez difficile en fait, c'est faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de la douleur, mais qu'il ne faut pas non plus aller au-dessus, quoi, parce que si vous courez avec une entorse et que vous allez au-dessus de ce que vous pouvez faire, c'est là où c'est un peu... Mais là, il faut mettre un bémol, c'est-à-dire il y a la population normale et puis il y a les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, on est dans un autre monde. Ils n'ont pas le même cerveau que les autres. Ils sont dopés à leur endorphine. Parfois, ils sont dopés aussi à beaucoup d'autres choses. Les sportifs de haut niveau, j'en ai soigné quelques-uns. Il y en a quand même qui prennent beaucoup de substances sans vous le dire. C'est une population très difficile à soigner. Donc, ils sont dans une autre situation, un peu d'addiction au sport, tout ça, c'est pas pareil. Mais la population normale, classique, comme moi en tout cas, vous je sais pas, mais moi, donc le sport c'est bénéfique, voilà. Et quand on a une entorse, on va raisonnablement réduire ses activités, mais il faut pas arrêter complètement ses activités. Il faut faire avec, il faut adapter. Ce qui est important, c'est au final d'écouter un peu son corps aussi, parce qu'on a beaucoup, ça c'est un truc que je reproche pas mal à la médecine, on a beaucoup séparé les gens de leur corps et de leur ressenti et de tout ça. Si on revient un petit peu, on arrive à savoir en fait quand là c'est trop, quand là c'est juste parce qu'on a un peu peur ou autre. Exactement. Voilà. Et moi je dis aux patients, la douleur en fait c'est votre corps qui vous envoie un message. Donc il faut l'écouter. Mais la réponse c'est pas forcément le repos, au contraire, c'est bouger différemment, réadapter. Il y a une situation douloureuse qui est l'algodystrophie. Les pires algodystrophies que j'ai vues, c'est quand des médecins s'en étaient occupés. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire des infiltrations. Après, on a dit aux gens de mettre des béquilles, de ne pas marcher. Après, on a mis un plâtre. Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait de pire. Alors que l'algodystrophie, c'est un peu comme le membre fantôme. C'est le cerveau qui met de côté cette cheville ou ce genou ou cette épaule qui a été traumatisée. Ça fait très mal. Le cerveau, il met ça de côté. Et plus il va le mettre de côté, plus votre bras, il ne va plus vous appartenir. Donc, c'est là que le mouvement est essentiel pour que le bras, le genou ou la cheville reviennent dans le cerveau. Mais ça fait un peu mal. Donc, intuitivement, on est face à un cerveau qui ne veut pas de douleur, donc qui met le membre de côté. Voilà. Et une maladie où, au contraire, il faut resynchroniser le membre avec le cerveau. Donc, c'est là qu'il faut des kinés qui connaissent bien ça, des médecins qui donnent les bons messages et pas les messages qui vont aggraver les choses. Mais comme vous avez dit au début, malheureusement, la formation sur la douleur, même si c'est mieux, reste encore quand même très limitée pour nous dans nos études. Oui, et dans tous les domaines. On parle des médecins, mais moi j'entends les kinés, même des jeunes kinés. Je pensais que c'était mieux, mais j'ai encore des patients qui disent des choses. J'ai dit, mais votre kiné, il a 80 ans. Ah non, il sort de l'école. Je dis, mais c'est pas possible qu'on dise encore des choses comme ça. Il y a les kinés, il y a les médecins, et il y a aussi une population très importante pour nous qui est les pharmaciens. Le pharmacien, c'est souvent le premier professionnel de santé qu'on va voir quand on a mal. Et donc le pharmacien, pour moi, c'est un acteur majeur pour qu'il délivre des bons messages, qu'il aide aussi à l'automédication, parce que je pense que c'est très important en douleur de savoir gérer le paracétamol, certains anti-inflammatoires. Donc le pharmacien, pour moi, il est très important. Et il faut l'aider à délivrer des bons messages. Et pas que des
délivrer des médicaments. Donc maintenant, on a fait pas mal le tour du sujet, les explications, on a appris plein de choses déjà. J'aimerais bien qu'on s'attelle aussi, parce que je pense que les gens écoutent cet épisode pour ça aussi, sur la prise en charge de la douleur. En quoi ça consiste? La prise en charge de la douleur, c'est extrêmement compliqué, voilà, et en même temps très simple. Très simple parce que, et comme on l'a dit dans la définition, on va essayer de traiter une expérience. Donc, traiter une expérience, ça passe déjà par comprendre l'expérience de l'autre, hein. Et donc, dans la prise en charge de la douleur, il y a un élément essentiel et l'évaluation, hein. Et je dis souvent à mes élèves, évaluer, c'est déjà traiter, hein. Quand vous prenez en compte l'expérience de l'autre, vous êtes déjà dans une démarche thérapeutique. Vous montrez à l'autre, au patient, que vous prenez en compte sa douleur. Que le risque toujours, la peur des patients d'abord, c'est qu'on ne croit pas à leur douleur. On ne croit pas. La douleur, c'est une expérience invisible. Donc la plupart des gens pensent, ah bah, le médecin, il n'a pas compris que j'avais mal, ou il ne comprend pas à quel point j'ai mal, ou combien j'ai mal. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à comprendre complètement l'expérience de l'autre, voilà, mais on va essayer de s'en approcher le plus possible. Et là, il y a plein de déterminants négatifs. Plus je me différencie, plus il y a plein de choses qui me séparent de l'autre, plus ça va être compliqué de comprendre l'expérience de l'autre. S'il y a une différence d'âge importante, hein, évaluer la douleur d'un sujet âgé, très âgé, c'est compliqué, hein. On a moins, je dirais, d'empathie, on a moins de lien avec cette personne. Si c'est quelqu'un en France, on a souvent du mal à le dire, mais d'une race différente, d'une ethnie différente, plus il y a des différences de race, d'ethnie, plus c'est compliqué. Voilà, parce qu'il y a ce qui nous sépare de l'autre, voilà, mais il y a aussi des expressions culturelles qui vont être différentes. Donc la culture, l'âge, le sexe, un homme qui examine ou qui évalue la douleur d'une femme, souvent a tendance à sous-évaluer la douleur de la femme. Voilà. Alors on dit souvent les infirmières évaluent mieux que les médecins la douleur de l'autre, mais c'est souvent aussi parce jusqu'à une époque récente, en tout cas, il y avait plus d'infirmières femmes que d'infirmières hommes et de plus d'hommes médecins. Si on regarde, finalement, c'est pas tellement lié au métier, mais c'est plutôt ici le sexe qui joue beaucoup la différence, hein. Voilà. Et puis aussi le niveau socio-économique, hein. Jusqu'à une époque récente, les médecins étaient quand même plus riches que la population. Donc on sait aussi, enfin, tout ce qui nous différencie de celui qu'on évalue augmente le gap de l'évaluation de la douleur. Et ça, c'est des éléments qu'il faut travailler avec des équipes soignantes qu'on le prenne en compte, hein. Alors, il y a bien sûr des fois des préjugés, hein, des préjugés racistes, hein, il faut le dire. Longtemps, on a parlé du syndrome méditerranéen, ces personnes qui s'expriment de façon voilà, très bruyante dans leur douleur. C'est une expression voilà, culturelle qu'il faut comprendre et qu'il faut voilà, intégrer dans notre pratique. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le syndrome mexicain, hein. C'est chaque fois plus au sud que soi-même. Voilà. Voilà. Mais je pense que les Français, quand ils vont en Suède, on les traite de syndrome. Mais voilà. Simplement intégrer la dimension comportementale de la douleur. Ça, c'est un élément important. Parce que on en a parlé, en fait, pour évaluer la douleur, il y a 4 grandes dimensions. Il y a la dimension sensorielle, l'intensité, la localisation, si c'est neuropathique, si ça brûle, ça lance. Tous les médecins font ça très bien. Après, il y a la dimension comportementale, comment je me comporte. On sait que des patients, par exemple d'Afrique noire, qui vont avoir très mal, ils peuvent être prostrés, au contraire. Ils ne bougent pas, mais ça peut être une expression. À l'inverse du méditerranéen, le sujet d'Afrique noire, il peut être au contraire très prostré. On va penser qu'il est déprimé. Non, il a une douleur très intense. Donc la dimension comportementale est à prendre en compte. Après, il y a la dimension cognitive. Quel sens je donne à ma douleur? Ça, c'est très important. Il y a des gens qui donnent un sens péjoratif, hein. Voilà, si j'ai une douleur, c'est parce que mon médecin m'a pas bien soigné, il y a une erreur médicale. Ou au contraire, c'est parce que moi, alors on le voit moins, à une époque, la douleur était associée aussi à des éléments religieux, mystiques, à la rédemption. Donc si j'ai mal, c'est parce que j'ai fait des choses qui sont un peu répréhensibles. Donc cette douleur, elle est rédemptrice. On est dans une société où la part religieuse est moindre et la part rédemptrice. Mais
voilà, au 19e ou 20e siècle, c'était un élément important à prendre en compte. Voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce que je pense de ma douleur? Le plus difficile, c'est le non-sens, hein. Le sens est important, mais quand on n'y comprend rien, c'est encore plus compliqué. Il y a des douleurs qu'on ne comprend pas. C'est par exemple les douleurs articulaires, d'arthrose, où un jour on a mal, un jour on n'a pas mal. Alors, il y a un truc qui change beaucoup, c'est la météo. Donc, on va dire que c'est météo sensible. En fait, on ne sait pas trop, mais quand mes patients me disent j'ai des douleurs qui augmentent, c'est la météo, bien sûr, je vais être d'accord avec eux. Je vais pas, de toute façon, ça ne sert à rien de contredire. Ça va, voilà. Mais donc, on cherche toujours à donner un sens à la douleur. Et ça, c'est important d'en discuter avec le patient, hein. Est-ce que vous pensez que vous avez très mal parce que vous avez, on parlait d'endométriose, parce que vous avez beaucoup d'endométriose? Voilà. Hein, souvent, on pense que ça fait très mal parce que j'ai une maladie très grave. Eh bien, ça, il faut très vite le dire aux patients. Il n'y a aucune corrélation entre une intensité douloureuse et une gravité d'une maladie. On peut avoir un cancer grave qui fait pas mal. Voilà. On peut avoir une toute petite hernie discale qui va faire très mal. Pour l'endométriose, c'est pareil. Des fois, on a un tout petit peu d'endométriose ou même pas. On a ce qu'on appelle l'adénomiose. Ça fait très mal. Et des fois, il y a des patientes avec beaucoup d'endométriose qui n'ont pas de douleur, chez qui ça va se manifester avant tout par de l'infertilité, par des problèmes de stérilité. Donc la douleur est un très mauvais système, je dirais, de repérage de la gravité d'une situation. Et ça, je le dis tout de suite à mes patients, sachez que ce n'est pas parce que ça fait très mal que c'est grave. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà. Mais c'est un élément important dans l'évaluation des patients pour qu'ils sortent cette corrélation de leur esprit. Voilà. C'est hyper important de préciser ça en effet, parce que ça enlève, je pense, déjà un poids. Oui. Au final, quand on dit à quelqu'un, vous inquiétez pas, ça ne veut Voilà. pas dire que c'est extrêmement grave ce que vous avez. Voilà. On peut souffler un petit peu et essayer d'avancer derrière. Mm. Et justement, une fois qu'on a évalué cette douleur-là, si on continue un peu dans le chemin de la prise en charge, il va y avoir à un moment donné une prise en charge qui sera médicamenteuse. Pareil, et on parlait d'automédication tout à l'heure. Alors, le Doliprane, elle vend en poupe. Tout le monde en prend pour à peu près tout et n'importe quoi. J'ai des patients qui en prennent quand ils toussent parfois. Il y a plein de médicaments qui existent pour la douleur. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon? Oui. Alors, juste avant de dire ça, donc l'évaluation est essentielle. Alors, il est clair que dans une douleur aiguë, je ne vais pas prendre mon temps, je ne vais pas faire passer plein de questionnaires à mes patients. Voilà, ils viennent d'avoir un accident de moto, ils ont très mal, on va soigner très vite. Voilà. Mais dans la douleur chronique, en tout cas, on peut parfois prendre du temps. Et j'ai parfois des consultations où je fais passer des questionnaires pour mieux comprendre cette expérience. Et je ne vais pas donner de traitement tout de suite. Dans la douleur aiguë, bien sûr. Donc, douleur aiguë, on traite tout de suite. Douleur chronique, on prend son temps pour évaluer, comprendre. Deuxième élément, douleur aiguë, les médicaments sont très importants. Douleur chronique, plus c'est chronique, moins les médicaments servent à quelque chose. Voilà. Il faut vraiment bien différencier. Quand c'est chronique, en général, les approches médicamenteuses sont peu efficaces. Alors, dans les médicaments, on va essayer d'être le plus simple possible. Il y a deux grands types de médicaments. Il y a les médicaments qui coupent le message douloureux, qui l'empêchent de monter au cerveau, de façon très simple. Il y a le paracétamol qui agit plutôt au niveau du cerveau, au niveau central. Quand j'étais interne, il y a de nombreuses années, on ne savait pas. On disait que ça agissait en périphérie. Maintenant, on sait que c'est un antalgique plutôt central. Mais c'est un des médicaments les plus utilisés au monde et on ne sait toujours pas vraiment comment ça marche. Donc le paracétamol, c'est vraiment une énigme, Doliprane, tout ça. On sait que ça marche, pas de façon spectaculaire, mais c'est utile, mais on ne sait pas comment. Voilà. En tout cas, ça agit au niveau du cerveau. Voilà. Après, il y a les anti-inflammatoires qui, eux, agissent plutôt en périphérie, au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau de plein de systèmes. Voilà, l'anti-inflammatoire, c'est vraiment l'antalgique qui coupe le message, mais plutôt en périphérie. C'est ce qu'on appelle un antinociceptif. Voilà, ça bloque la stimulation des récepteurs de la douleur. Voilà. Et puis après, il y a toute la série des morphiniques, des opioïdes, ça dépend comment on les appelle, en tout cas des morphines et apparentés, qui, eux, vont plutôt agir au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Donc, on peut stopper le message de la douleur en périphérie, je résume, anti-inflammatoire, au niveau central, tout ce qui est de la classe des morphiniques. Voilà, de façon simple.
Ça, c'est un premier ensemble de médicaments. Et puis après, il y a les médicaments qui vont remoduler le message douloureux, hein, c'est-à-dire agir sur le système nerveux pour améliorer le thermostat, hein. Donc, il y a les antiépileptiques. La douleur, ça donne un peu comme une micro-épilepsie, une activation du cerveau et de la moelle épinière. Donc, quand vous donnez des antiépileptiques, vous allez réguler ce système nerveux. Donc, ça va réguler les douleurs de fond. Et les antidépresseurs, même s'il n'y a pas d'épilepsie ni de dépression, on peut donner ces deux classes médicamenteuses pour réguler le système de la douleur. Antiépileptique pour traiter la sensibilisation. Antidépresseurs, comment ça marche? J'explique bien à mes patients que même s'il y a une part émotionnelle, je ne leur donne pas des antidépresseurs pour traiter leur dépression liée à la douleur. Je leur donne des antidépresseurs, on en a parlé tout à l'heure, pour renforcer le message descendant. On a dit tout à l'heure que le cerveau, il a envoyé des messages descendants pour bloquer le système de la douleur. Eh bien, les antidépresseurs, ils renforcent ce système-là. Selon la dose, vous donnez une petite dose d'antidépresseur, ça agit sur le système descendant, qui est un système sérotoninergique et noradrénergique. Voilà. Si je donne à forte dose, là, j'explique à mon patient que je fais d'une pierre deux coups, je traite leur douleur et leur dépression. S'ils sont déprimés, je leur dis, là, je vous donne des doses de antidépresseurs parce que je pense que vous avez les deux, une douleur chronique et une dépression. Mais sinon, je leur donne une petite dose, quelques gouttes de Laroxyl ou quelques doses très faibles d'antidépresseurs pour traiter les douleurs chroniques. Donc, des médicaments qui bloquent le message et des médicaments qui remodulent la douleur. Après, vous avez des médicaments locaux, des patchs d'anti-inflammatoires, des patchs d'anesthésiques. Vous avez toute une pharmacopée, on pourra rentrer dans le détail. En tout cas, ça dépend à quel niveau du message douloureux on va agir, au niveau du cerveau, au niveau de la périphérie ou au niveau du lien entre les deux. En clair, on a plein de cibles très importantes qui se développent. Et surtout maintenant, on a beaucoup d'approches électriques. En douleur, on passe à l'électrique aussi. Voilà, on est dans l'écologie, le développement durable, parce que c'est un système électrique, la douleur. Voilà, même s'il y a des émotions, tout ça. Donc, il y a la stimulation électrique transcutanée en périphérie, qu'on appelle le TENS, des électrodes qu'on met un peu partout pour contre-stimuler. C'est la théorie du gate control qu'on va renforcer. Après, il y a la stimulation médulaire. Là, c'est les anesthésistes ou les neurochirurgiens pour renforcer le contrôle au niveau de la moelle. Mais là, c'est une technique invasive et il faut vraiment poser l'indication à plusieurs en connaissant les risques et les avantages dans des formes de douleur très réfractaires. Et puis, nous, on développe maintenant, il y a plusieurs centres qui le font, ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. C'est-à-dire qu'on met un casque sur la tête des patients et avec des champs magnétiques, on va moduler les zones du cerveau, c'est-à-dire qu'on va activer des zones inhibitrices. On a dit tout à l'heure que le mouvement inhibait la douleur. Et bien là, si j'active certaines zones motrices du cerveau, le cortex moteur préfrontal notamment, eh bien, je vais inhiber certains messages douloureux dans la douleur chronique. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne fait partie maintenant des approches non invasives qu'on peut utiliser dans les douleurs chroniques. Donc, on a les médicaments, on a les approches électriques, et puis après, toutes les approches non médicamenteuses, on pourra en parler bien sûr. J'ai vraiment plein de questions qui me viennent. Déjà, je pense que la première remarque importante, moi, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux patients, je trouve. Et comme on a quand même un public grand public, c'est important de le dire, c'est que vous pouvez prendre plusieurs antalgiques en même temps, parce que comme vous l'avez dit, ça agit sur différents systèmes. Et donc, vous pouvez prendre du Doliprane avec un anti-inflammatoire, avec, parfois quand il faut, de la morphine, et on peut les prendre tous en même temps sans qu'il y ait de problématiques. Alors, comme toujours, on peut les prendre tous en même temps, mais il faut savoir le faire. Il faut que votre médecin ou votre pharmacien vous guide bien, parce qu'il ne faut pas non plus, on voit des fois je vois des patients qui ont 3 antalgiques de la même classe, sans savoir que c'est la même classe. J'ai des patients qui prennent du Dafalgan, du Doliprane et de l'Efferalgan. Tout ça, c'est du paracétamol. Et certains qui me disent « Ah, moi, le Doliprane, ça ne marche pas du tout, je voudrais de l'Efferalgan. » C'est la même molécule. Donc,
bon, il n'y a pas de problème, mais attention au surdosage. Il y a par exemple une situation d'automédication qui est dangereuse, qui sont les anti-inflammatoires à dose antalgique. On ne sait pas que l'Antadis, le Nurofen sont des anti-inflammatoires. Et donc, on va pouvoir parfois les associer avec des anti-inflammatoires qu'on connaît bien. Et là, c'est risqué. Donc, l'automédication, c'est très important que les patients se soignent eux-mêmes, mais ça nécessite quand même une éducation, un pharmacien ou un médecin qui va vraiment aider les patients à comprendre quels sont les médicaments, comment il peut les gérer. Et il y a des situations, vous avez raison d'indiquer, la situation la plus difficile, c'est les patients qui ont des douleurs aiguës sur un fond chronique. J'ai mal au dos tout le temps, mais tout d'un coup, j'ai une poussée très importante de mal de dos. Eh bien là, on va donner des médicaments tous les jours à dose constante pour ce mal de dos continu, mais on va prévoir la crise. Donc moi, souvent, mes patients, je leur fais 2 ordonnances, une ordonnance pour tous les jours et une ordonnance en cas de crise pour pas qu'ils aillent aux urgences. Parce que moi, un des éléments essentiels de beaucoup de mes patients, c'est qu'ils évitent d'aller aux urgences. Je leur dis les urgences, c'est saturé, les pauvres urgentistes, ils doivent répondre à tout, ils connaissent pas forcément bien la douleur, et avoir un patient douloureux chronique aux urgences, c'est l'enfer, parce qu'on va lui donner de la morphine, des traitements qui sont pas adaptés. Donc il faut tout faire avec nos patients pour éviter qu'ils aillent aux urgences et qu'ils aillent emboliser des urgences et des médecins qui doivent plutôt traiter un infarctus ou une situation critique aiguë qu'un lombalgique avec une exacerbation de ces douleurs. C'est des patients qui sont très, très, très complexes à prendre en charge. Oui. Et les équipes ne sont pas formées non plus. Et en fait, les situations, justement, de mauvaise interprétation de la douleur, où on dit, bon, il n'a pas l'air d'avoir très mal, ou oh non, un douloureux chronique, ou c'est... Enfin, voilà, si vous voulez entendre plein de choses sur la douleur, vous venez aux urgences, c'est fameux. Il y a déjà un algorithme qui, à mon avis, est complètement faux, c'est de titrer avec de la morphine en fonction de l'intensité. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une intensité entre 7 et 10, vous êtes donc a priori, vous avez une douleur qui justifie la prise de morphine. Aux urgences, c'est souvent plus facile de faire une perfusion pour des différentes raisons. Voilà, et donc on va faire des bolus, des injections de morphine, alors que c'est un patient qui a 8 ou 10, mais pour une autre raison, et lui donner de la morphine, ça ne va pas forcément améliorer sa douleur, ça va retarder sa sortie, et ça va être compliqué après de faire le relais avec la ville. Donc il y a des algorithmes, des recommandations aux urgences qui ne sont pas du tout adaptés aux douleurs chroniques notamment. Et ça compte que pour les douleurs chroniques ou ça compte aussi pour les douleurs aiguës ? Ça compte par exemple pour les migraines. C'est pas parce qu'on a très mal dans la migraine, la morphine, c'est pas du tout indiqué. Donc il y a plein de situations où on raisonne pas bien, mais parce qu'il y a un problème de formation, et puis parce que les pauvres urgentistes, comme les pauvres médecins généralistes, ils doivent tout connaître, tout savoir. Et là, on est dans une médecine quand même assez spécialisée. Longtemps, on a dit que la médecine de la douleur, tous les médecins, je vous avais parlé tout à l'heure de mon professeur de rhumatologie qui disait pourquoi pas une consultation de la température. Après, j'ai eu d'autres réflexions. La douleur, de toute façon, tout le monde doit la connaître, tout le monde doit savoir traiter une douleur. Alors, je suis d'accord, mais on pourrait dire la même chose des infections. Tout médecin doit savoir gérer une angine, une grippe, un panari. Mais pour autant, il faut qu'il y ait des services de maladies infectieuses pour faire la recherche, l'enseignement, pour des maladies infectieuses graves ou plus difficiles. Donc la douleur, ça appartient à tout le monde, mais les médecins de la douleur, ils sont là pour guider, pour gérer dans des situations difficiles, comme les services de maladies infectieuses doivent aider, alors que l'infection, tous les médecins doivent connaître la gestion d'une maladie infectieuse. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. J'y pense, parce que j'ai titré un patient hier qui arrivait à 8-9 sur 10 de VA, mais bon. Après, quand c'est de l'aigu, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et je repense à ça aussi parce que il y a un médicament qui, maintenant, sur les dernières revues, n'a pas prouvé plus d'efficacité que le placebo. C'est typiquement le Spasfon, qui est énormément utilisé. C'est quoi la place du placebo, justement, de ces médicaments-là qui n'ont pas forcément montré plus de preuves que ça dans la prise en charge de la douleur ? Alors, le placebo, c'est, je dirais, le médicament le plus fascinant du monde, c'est-à-dire qu'il fait appel à chaque personne.
C'est-à-dire c'est le médicament qu'on se fabrique soi-même. C'est un médicament qu'on se fabrique soi-même en fonction des attentes qu'on a, en fonction des conditionnements qu'on a eus. Si j'ai eu un médicament qui a été efficace pour la migraine, voilà, on me marque mes placebo avec médicaments anti-migraine, ça va être efficace. En fait, le système placebo, il repose sur deux éléments majeurs, mais beaucoup d'autres. Mais en clair, qu'est-ce que j'attends de ce médicament? Donc, quand un médicament est un nouveau médicament, on en attend beaucoup, donc il va être plus efficace. Et surtout, quelles expériences j'ai eues antérieurement avec ce médicament. Donc, conditionnement, expérience antérieure et attente. Il y a plein d'autres mécanismes, hein, mais en clair, et donc ça, c'est un élément majeur. Il faut l'utiliser. J'utilise au maximum l'effet placebo. Hein, il y a plein de médicaments, on sait, qui ont une efficacité très modeste, mais si le patient, si c'est un médicament qui n'est pas dangereux, il faut l'utiliser. Je donne des exemples. Dans l'arthrose, on a plein de, je dirais, de suppléments nutritionnels, enfin, voilà, de médicaments comme la glucosamine, comme la chondroïtine, des extraits d'ailerons, de requins, de tout ce qu'on veut, voilà, ou de cartilage. Les études, elles sont a priori pas très positives, mais pour autant, c'est des médicaments pas dangereux. Les patients en attendent beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est que, voilà, si c'est pas dangereux, je les utilise et je l'utilise d'une façon assez simple. Je dis, on va faire un test. Vous allez tester ces médicaments sur la douleur d'arthrose pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, vous en êtes content, on va le continuer pendant 2-3 ans. Un exemple très actuel, c'est celui du cannabis. Les gens, voilà, on fantasme beaucoup sur le cannabis. Voilà, c'est un nouveau médicament de la douleur. Le gouvernement, les médecins nous empêchent de le prendre parce qu'ils veulent se le garder pour eux-mêmes ou quoi, voilà. En clair, les études sur le cannabis, elles sont assez décevantes. Hein. Le cannabis, c'est un très mauvais médicament de la douleur. Je le dis tout de suite. Alors en France, on est quand même dans un pays où la consommation de cannabis est quand même très importante. Et si c'était un bon antalgique, ça se saurait. Hein, voilà. Donc c'est pas un bon médicament de la douleur, c'est un médicament qui détend, qui relaxe, qui améliore le sommeil. Voilà. Donc sur ces éléments-là, de mieux relaxant, de détente, oui, mais sur la douleur, pas tellement. Et donc, mais pas mal de mes patients sont à la recherche de solutions simples. Et par exemple, le CBD, moi je dis, essayez, hein, même si a priori l'effet il est modeste, essayez quelques gouttes de CBD, 5 à 6 gouttes de CBD à 20% par exemple, de l'huile comme ça, et vous voyez si ça vous soulage. Si ça vous soulage et que vous supportez bien, continuez. Voilà, donc il y a pas mal de substances dont l'efficacité est proche du placebo. Si elles ne sont pas dangereuses, il faut bien sûr accompagner les patients. Mon idée, c'est surtout jamais de rejeter le patient qui essaye des choses parce que je dois l'admettre, dans la douleur chronique, notre pharmacopée, elle est vraiment très décevante. Hein. On fait très mal hein, avec nos médicaments, sont très peu efficaces dans la douleur chronique. La lombalgie, le meilleur traitement, c'est le mouvement, c'est l'activité physique, ce n'est pas les médicaments. Hein. Donc, on est très mauvais en médicaments. Donc, si le patient il va chercher des choses, pas de problème, et il faut l'accompagner. Il faut vérifier qu'il ne prend pas des choses dangereuses ou qu'on ne lui vend pas des solutions miracles à des fortunes. Donc, ce n'est pas dangereux pour eux, ce n'est pas dangereux pour leur porte-monnaie. Il faut les accompagner. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, dites-moi tout ce que vous prenez. Je n'ai aucun jugement parce que je sais que vous êtes dans une situation difficile et que certains peuvent abuser de votre douleur et de votre faiblesse. Parlez-moi-en et puis on va travailler ensemble. Voilà. Et s'il n'y a pas de danger, le placebo, il faut l'utiliser. Et ce qu'on sait, c'est un phénomène fascinant, c'est que plus le médecin croit au placebo, plus ça va être efficace chez son patient. Il y a des très belles études qui montrent dans la douleur dentaire des dentistes qui soignent en fonction de leur croyance. Et quand un dentiste ne croit pas à l'efficacité antalgique de son traitement, les patients ont très mal. Et c'est la même chose chez le placebo, chez les animaux. Hein, on sait que l'effet placebo, il marche chez les animaux. Il est vraiment lié surtout au maître. Voilà. Il y a des études fascinantes sur le placebo chez l'animal. Ouais, c'est vrai. Ça a toujours été un sujet que je trouve incroyable. Ouais. C'est vrai que c'est un peu difficile, je trouve, d'aborder ça parce que
Ça va être aussi un gros gagne-pain. Mmh. Tous ces Ouais. compléments, toutes ces choses-là Oui. qui peuvent des fois Oui. coûter une fortune Oui. pour n'être rien d'autre Oui. qu'un placebo. C'est toujours là où je suis un peu partagé, Mmh. moi, par rapport à ça, quand les patients viennent nous Ouais. voir en cabinet de médecine Mmh. générale et viennent de dire ouais, moi je teste ça, ça marche. Et on a envie de dire mais c'est cool, c'est trop bien. Mmh. Mais en fait, quand vous payez ça 40 euros, Ouais. est-ce que Mmh. ça vaut vraiment le coup? Mmh. C'est toujours ça qui est un peu difficile. Alors ça dépend, voilà, ça va dépendre effectivement des conditions financières des patients, tout ça. Si ça leur apporte un vrai bénéfice, moi je trouve que c'est bien parce que ça leur évite de prendre des médicaments dangereux. L'effet placebo, s'il permet d'éviter les anti-inflammatoires, la morphine ou ou d'autres médicaments dangereux, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, en respectant le patient, il ne faut pas le tromper et il ne faut pas abuser de ses ressources financières. Ouais, complètement. Et une autre approche, on a abordé ça rapidement tout à l'heure avec Mmh. l'hypnose, des approches non Mmh. médicamenteuses, un petit peu alternatives Oui. justement. Qu'est-ce qui existe Mmh. tout le panel? Qu'est-ce qui fonctionne Mmh. aussi? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Alors, donc, faut savoir que la médecine de la douleur, alors bien sûr, je prêche pour ma paroisse et considère comme chacun que c'est la meilleure spécialité du monde. Mais pour moi, la médecine de la douleur, c'est vraiment la spécialité la plus globale qui envisage l'être humain dans toutes ses dimensions, physique, somatique, psychologique et voilà, et d'expérience du monde, voilà, de la société. Mais c'est aussi une médecine, je dirais, qui intègre les approches médicales et non médicales. On utilise beaucoup d'approches dites complémentaires. Voilà. L'hypnose, l'acupuncture, l'ostéopathie, toutes ces approches, voilà, que certains médecins considèrent comme accessoires. Or, pour nous, elles sont essentielles parce qu'elles resynchronisent le corps avec le cerveau. Donc, il y en a qui sont plus des approches sur le cerveau, comme l'hypnose. Il y en a qui sont plus des approches sur le corps, comme l'ostéopathie ou autres. Et elles sont toutes utiles dans une complémentarité. C'est pour ça que j'aime bien le terme de médecine complémentaire. Toutes seules, elles ne vont pas forcément être utiles, mais en complément ou en association. Voilà. Faire du sport avec un antalgique et avec de l'hypnose, bah, c'est idéal. Le sport, ça va reconnecter le corps vers le cerveau. L'hypnose, ça va déconnecter les émotions, les remplacer par des sensations pour aller mieux. L'hypnose, le principe, c'est on évite les émotions négatives, on les remplace par des sensations positives. Je résume en 15 secondes, mais voilà. Donc, remplacer émotion par sensation. Voilà. Et puis, les médicaments, par exemple, j'utilise beaucoup avant l'activité physique. Dire à quelqu'un, vous allez prendre du paracétamol ou un anti-inflammatoire avant d'aller faire du sport, ça, c'est très positif. Mais c'est nouveau. Avant, ils disaient, il ne faut surtout pas masquer la douleur, parce que si vous prenez un antalgique avant, vous n'allez pas vous rendre compte quand vous allez au-delà de vos capacités. C'est faux. Si vraiment on a une fissure de fatigue, on le sentira, même si on a pris un anti-inflammatoire ou du paracétamol. Ouais, complètement. Après, c'est vrai que j'avais eu un patient comme ça aux urgences ou anti-inflammatoire après un trail. Et bon, comme vous dites, c'est des médicaments qui ne sont pas sans risque non Oui, plus. Et il y a des voilà. gros risques pour les reins, Ah pour oui. les muscles, tout ça. Déshydratation, anti-inflammatoire, là, c'est très mauvais. Là. Ouais, c'est. Mais là, on est dans le sportif. Là, on est dans un contexte très différent. Ouais, le sujet sportif est un sujet, Voilà. un grand sportif est un sujet très particulier dans sa gestion de la douleur. Et c'est un peu à la dure, c'est un peu une idée reçue qu'on a aussi. C'est à un moment donné, bon, faut aller à la dure, faut supporter sa douleur, faut pas lui laisser trop de place. Et ça, je pense pas que ça fonctionne. À long terme, c'est pas possible. Ça dépend des situations. Moi, je dis souvent quand même à mes patients, la douleur a horreur du vide. C'est-à-dire que dans notre vie, quand je prends l'exemple du mal de dos, parce que c'est une situation de la fibromyalgie que je soigne souvent, plus vous allez renoncer à une activité, sortir, voir des gens, travailler, vous faites du vide, vous pensez que vous allez avoir le temps de vous occuper de vous, mais pas du tout. Chaque fois qu'on crée du vide, la douleur, elle gagne un cran. Donc la douleur a horreur du vide. Donc moi, mon travail souvent avec mes patients, c'est justement de gagner pied à pied. Voilà. C'est-à-dire tout d'un coup, on va refaire des projets, on va partir en vacances, on va retravailler, on va sortir, on va avoir et chaque fois qu'on va gagner comme ça dans notre vie de tous les jours, on va mettre la douleur dans un petit coin. On ne va pas la supprimer, mais on va faire en sorte que ce ne soit plus la douleur qui gère notre vie.
Et c'est ça, dans la douleur chronique, hein, là je parle, ça c'est un élément important. Donc moi, une de mes phrases importantes dans la douleur chronique, c'est la douleur a horreur du vide. Mm. Voilà. Donc, Ça me fait vraiment penser à autre chose. J'ai tourné avec le docteur Agathe Thierry Deflou, qui est psychiatre, la semaine dernière. On nous parlait aussi de l'angoisse. Et c'est un peu la même chose au final. Quand les angoisses, les attaques de panique arrivent, plus on évite les situations aussi où elles sont là. Plus on évite les situations où elles sont là, plus l'angoisse prend de la place aussi dans la vie, dans le quotidien. Et au final, le traitement, ça reste aussi de gagner un peu du terrain, justement, sur ces situations. Tout à fait. En douleur, il y a un concept assez utile qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement. Et c'est penser le mouvement comme une phobie. Hein, quand vous avez une phobie des araignées, on ne va pas vous mettre tout de suite face à une tarentule pour traiter votre phobie. On va vous mettre un petit dessin animé avec une gentille araignée. Voilà. Progressivement, on réintroduit l'araignée sous différentes formes. Et ben, le mouvement, c'est pareil. On va réintroduire le mouvement pour le lombalgique chronique, mais pas d'emblée en lui disant de porter 15 kilos ou 20 kilos. On va progressivement le réadapter à ce qu'il ait plus peur du mouvement, qu'il en ait plus peur des conséquences, comme on traite une phobie. Donc progressivement, remettre ça dans sa vie de tous les jours, réintégrer ça dans sa vie. Et je réfléchis, là, je trouve qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des sujets, vous pensez qu'ils pourraient être bien abordés pour le plus grand nombre? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y a le cannabis, donc on en a parlé. Je pense qu'il faut parler aussi des morphiniques. Hein. Les morphiniques, voilà, ça c'est un élément important. Voilà, tout ce qui se passe autour de la morphine. Alors c'est vrai que la morphine, c'est un sujet majeur. C'est un médicament très important, très utile de la douleur aiguë. Voilà. Pour les douleurs des métastases du cancer, de certaines douleurs très intenses, c'est un médicament efficace avec des effets indésirables, mais c'est un médicament qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Dans la douleur chronique, comme on l'a vu, les médicaments ne sont pas très efficaces. Et la morphine encore moins. Et là, en fait, il faut différencier deux grandes situations. Douleur aiguë où on peut donner de la morphine, douleur chronique où il faut éviter, avec un risque de mésusage, c'est-à-dire que je vais prendre de la morphine, je vais me sentir un peu mieux, et puis je vais en prendre de plus en plus avec une accoutumance. Voilà. Et donc, aux États-Unis, où quand les gens avaient mal au dos, qu'ils étaient dans une situation financière difficile, ils n'avaient pas le temps de se soigner, on a traité le mal de dos par de la morphine, de l'oxycodone. Et puis, comme les gens ils étaient un peu soulagés, parce que ça soulage un peu, ils en ont pris de plus en plus jusqu'à aboutir à des effets majeurs et avec une mortalité jusqu'à 60 000 morts par an liées à l'oxycodone qu'on a prescrit dans la moitié des cas au départ parce qu'on avait mal au dos. Parce qu'aux États-Unis, se soigner, ça coûte cher. Aller voir un kiné, c'est pas remboursé. Faire du sport non plus quand on n'a pas d'argent. Donc, on a traité le mal de dos que par des médicaments, par de l'oxycodone, et on est abouti à des overdoses, à une mortalité importante. Donc, on en revient, les États-Unis maintenant sont confrontés à ça et ont changé leur façon de faire. Mais pour autant, avec la morphine, il y a beaucoup de préjugés. Maintenant, ou le tramadol, c'est un peu la même chose. Maintenant, je vois à l'inverse des médecins qui sont terrorisés par le tramadol. Et il faut raison garder. Le médicament, voilà, le pharmakéon en grec, ça a une double sens. C'est le médicament, mais c'est un poison. Donc le médicament, c'est toujours pour le bon médicament, pour le bon patient à la bonne dose. Donc le tramadol ou la morphine, dans certains cas, c'est très utile et il ne faut pas rejeter les patients qui en prennent. À l'inverse, dans d'autres cas, il faut vraiment sevrer les patients. Donc c'est compliqué. On est passé dans une situation où on ne le donnait pas assez. Quand j'étais jeune, je voyais plein de patients cancéreux à qui on refusait l'usage de la morphine. Les soins palliatifs, c'était une catastrophe. Ça s'est beaucoup amélioré. Du coup, on est passé, dans certains cas, à un excès inverse. Et certains médecins, maintenant, comme on en a donné trop, reviennent en arrière. Donc, je dirais que dans ma consultation douleur, j'ai les deux cas. Des patients que je vois sous morphinique ou tramadol à forte dose ou codéine, où là, mon objectif, c'est de les sevrer, parce que ça renforce, on est dans un cercle vicieux tout à fait inadapté. Et à l'inverse, des patients qui me disent moi j'en prenais, mais mon médecin, parce qu'il a vu marqué tramadol, il me l'a arrêté. Alors que moi, grâce à ça, je pouvais faire du vélo, je pouvais sortir. Donc là, on voit que
voilà, cet arrêt du tramadol n'était pas adapté. Donc, il faut, comme toujours, adopter une situation médiane, pas trop ou pas assez. Voilà. Et par exemple, moi, je travaille beaucoup aussi à l'international et on a fait une étude sur les pays africains. Dans les pays africains, il n'y a pas l'accès à la morphine et c'est une catastrophe. Et à l'inverse, aux États-Unis, il y en a trop. Donc, aux États-Unis, il y a 60 000 morts par an liés à la morphine. En Afrique, il y a des millions de personnes qui ont de la drépanocytose, qui ont des cancers et qui n'ont pas d'accès à la morphine. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre entre les deux. Si jamais une des choses que nous avons dites dans l'épisode vous gêne ou vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez un document juste en dessous afin de poser vos contradictions. Bien sûr, avec toutes vos sources. Si jamais une des choses que nous avons dites dans l'épisode vous gêne ou vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez un document juste en dessous afin de poser vos contradictions. Bien sûr, avec toutes vos sources. Ouais, c'est hyper difficile, mais est-ce qu'on peut avoir des patients qui restent sous tramadol toute leur vie parce que c'est ça qui leur fait du bien, ou est-ce qu'il y a un moment donné où il y a tellement d'accoutumance qu'on va arriver à un moment où il y aura des effets secondaires plus que des effets bénéfiques? Voilà, c'est ce qu'on appelle la médecine individualisée. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques patients, j'en ai pas beaucoup, mais qui, avec un peu de paracétamol, tramadol, l'association des deux, qui s'appelle Xprime, voilà, avec ça, ils arrivent à faire du sport. Ça dépend à quoi leur sert le médicament. Si le médicament, c'est fait pour dormir, pour autre chose, ou pour calmer une crise anxieuse, là, c'est ce qu'on appelle le mésusage. C'est qu'on l'utilise pour autre chose que la douleur. Donc là, déjà, il ne faut pas le prendre. Voilà. Deuxièmement, est-ce que les doses sont raisonnables? Est-ce qu'ils augmentent les doses? Est-ce qu'ils mélangent plein de trucs? Là, il ne faut pas le prendre. Si c'est comme le paracétamol, j'ai plein de patients qui, toute leur vie, vont prendre du paracétamol 2 grammes par jour pour sortir, pour marcher, pour aller faire du sport. Si grâce à ça, parce qu'ils ont de l'arthrose et qu'on a décidé de ne pas les opérer, ils arrivent à bouger ou quoi, il n'y a pas de problème. Et là, j'utilise un autre exemple, je dis hypertension artérielle, on va être traité toute sa vie et ça pose aucun problème à des cardiologues ou à des médecins généralistes de prescrire 5 médicaments pour l'hypertension parce qu'on n'a pas régulé l'hypertension, mais parce qu'on a contrôlé les effets indésirables, etc. La douleur, c'est pareil. La douleur chronique, si vous avez trouvé le bon médicament sans effet indésirable qui permet à la personne de bouger, parce que douleur et fonction, c'est toujours en même temps, si grâce à ce traitement antalgique bien régulé, la personne est autonome, n'a pas de handicap, vit une qualité de vie bien, pourquoi pas? Voilà. Mais c'est à réfléchir au cas par cas en prenant les exemples de... Voilà, je dis à mes patients, tous les jours, vous avez 2 tramadol 50, grâce à ça, vous êtes bien, vous les supportez bien, pas d'effet indésirable, il n'y a pas de problème, pas de préjugés, comme dans l'hypertension. Par contre, si vous prenez 400 mg de tramadol, que vous êtes shooté, que vous augmentez les doses, que vous l'associez à plein de trucs, et que malgré tout, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas de sport ni rien, là, ça ne va pas du tout. Ouais. Voilà. C'est à remettre dans le contexte. Quoi. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez écrit un livre aussi, un peu plus grand public. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 petits mots dessus? Voilà, donc tout ce que je vous ai dit pendant tout cet entretien, j'ai essayé de le résumer pour les patients. C'est un livre grand public avec un titre un peu positif. Ça s'appelle « La douleur, je m'en sors ». Donc c'est un peu tous les conseils que je donne à mes patients parce que, comme on l'a vu, la douleur est associée à beaucoup de préjugés. Préjugés qui sont d'abord ressentis par les patients, mais qui sont aussi, je dirais, véhiculés par les médecins, les professionnels de santé, les kinés, les pharmaciens. Donc, c'est un livre qui combat certains préjugés, qui aide les patients à mieux comprendre. Parce que pour moi, la douleur, on l'a beaucoup dit, mais c'est souvent une expérience où on ne comprend rien. Le patient ne comprend pas, le médecin non plus. Et donc, plus on va comprendre, plus on va avoir des bonnes stratégies pour faire face à cette expérience. Donc, avoir un livre, il y en a d'autres, bien sûr, mais un livre qui permet de mieux comprendre les mécanismes de la douleur, les stratégies pour faire face, c'est un livre que j'espère un peu thérapeutique. Voilà, donc La douleur, je m'en sors, aux éditions InPress, avec une édition récente, je crois qu'il y a 2 ans. Ok, ça marche. On mettra le QR code de toute façon pour ceux qui veulent. Ouais. Écoutez, je vous remercie pour cet échange. J'ai appris énormément de choses. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, moi, je vous dis à tous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager, car c'est comme ça que l'on construit la bonne information en santé. Moi, je vous dis à très bientôt. On se revoit dans 2 semaines avec un nouveau sujet pour votre santé. Prenez soin de vous.